À mes yeux, la moins mauvaise société est celle où les interactions produisent le nombre le plus élevé d'hommes supérieurement personnalisés. J'entends par là en mesure d'enseigner autour d'eux le goût de la beauté, de la vérité, de la liberté, d'apprendre à l'autre à s'éblouir de soi, à préférer sa propre révolution à la révolution pour tous. Une telle société, dominée par la luxuriance des imaginations, et où soufflerait je ne sais quel vent de folie fondatrice, passe par la destruction, du goût du profit, et par l'excitation des différences spirituelles. Je n'en connais pas d'exemple. L'un des secrets perdus de la révolte, c'est ce fossé d'insoumission que nous pouvons creuser entre nous et la puissance d'argent, entre nous et l'idéologie à la mode. Il faut être aveugle, ou en tout cas manquer de foi dans la liberté de l'esprit pour penser que cette double opération de repoussement est impossible, que nous ne pouvons rejeter l'idéologie à la mode sans nous jeter dans les bras de l'ordre établi. Je crois au contraire que nous pouvons sans peine trouver en nous la force qui nous écartera de la première en même temps qu'elle nous rendra écœurant le second. Cette force n'est ni mystérieuse ni extravagante. Elle est dans la violence même avec laquelle nous décidons, contre les courants des missionnaires de l'époque, de faire reprendre en charge par notre moi la plupart des responsabilités dont nos très mauvaises habitudes l'avaient déchargée. Une telle restauration de l'individualisme n'est un repli moins égoïste sur soi que lorsqu'elle est inspirée par des considérations matérielles, des ambitions de carrière. Si en revanche elle est désintéressée, ardente et créatrice, elle s'affirme non comme une fuite devant le social, mais comme une présence gênante et intempestive à l'intérieur de ce qui n'est qu'un social conformisme. Son scandale est celui de la liberté dans un homme. Son scandale est celui de la liberté dans un homme seul s'offrant exemplairement à la contemplation de tous. La différence majeure entre la révolution réduite à un individu, la révolution intérieure, et toute révolution que l'histoire soumet à notre réflexion, c'est que l'une peut se faire sans passer par l'élimination des minorités contrariantes, des particularismes intimes ou des composantes scabreuses dont l'ensemble constitue l'être individuel, tandis que les secondes ont depuis longtemps fait la preuve qu'ils ne pouvaient survivre que par la destruction des singularités, que celles-ci s'expriment dans un groupe sous la forme d'une affirmation d'originalité ou dans l'individu, considéré comme le lieu de penchant, de déviation et de contradiction qui sont pour lui une menace permanente d'anormalité. Et pour l'ordre social, la définition même de l'ennemi. Ma conviction est que l'homme est une réalité géopolitique qui reproduit à tous les niveaux la complexité d'une société où chaque peuple, chaque élément isolé revendique le droit à l'épanouissement libre des facultés qui le caractérisent. Ce que la révolution collective ne peut réussir, l'individu le peut, mais par un effort titanesque, d'autant plus titanesque qu'il s'efforcera d'être moins coûteux en ablation et en hécatombe que l'effort, si colossal soit-il, des bâtisseurs révolutionnaires. Même nos mauvais instincts, nos perversités, nos anomalies, tout ce que le vocabulaire de la morale nous fait baptiser ainsi, sont à mes yeux comme des populations ou des occupants de ma vie qui exigent de mon gouvernement une prospérité et une liberté égale à celle que je prodigue aux fractions dites normales de mon individualité, que cette normalité soit majoritaire ou non. Lorsqu'on entreprend de faire la révolution en soi, il s'agit d'y faire le moins de victimes possible, d'éviter de procréer, de procéder par retranchement et mutilation, de faire autre chose que ce que nous recommande ou nous impose immémorialement la morale religieuse ou politique. Une révolution authentique ne peut se faire qu'avec les méthodes
ne peut se faire avec des méthodes soustractives, mais dans l'exubérance des additions, des croissances, des effloraisons de production, de luxuriance. L'homme religieux et l'homme rationnel ont en commun, lorsqu'ils se penchent sur leur moi, de se muer en ségrégationnistes avant de passer à la répression, voire au génocide. Ceux-là sont mûrs, au nom de la thèse douteuse de la domination de soi, pour faire un bout de chemin avec les formes collectives de domination chères aux révolutionnaires. Mais l'équilibre obtenu par l'excitation des diversités physiques et psychologiques, instinctives et mentales de l'individu, n'est jamais définitivement acquis. La révolution intérieure bâtissant la cité intérieure implique une permanence de tension et une virtuosité dans l'administration de l'être, tels que les moments d'harmonie, de fête d'ivresse ainsi arrachés à notre discorde profonde, n'ont jamais dit le visage restaurant de la béatitude des automutilés, ni celui non moins trompeusement doux de l'ordre établi. Nous avons aussi en nous nos peuples belliqueux, impérialistes ou enchaînés. Nous avons nos forts qui veulent manger nos faibles. Nous avons nos juifs, nos arabes, nos kurdes. Nous avons nos moutons, nos loups, nos criminels, nos saints. Et de notre effort insensé, nous tend peut-être vers la plénitude que vers je ne sais quel brassage total de toutes nos vérités. Nous ressemblons plus à une puissance orchestrale qu'à un corps de police. Nous nous surprenons alors à penser que la société anarchiste à laquelle nous rêvâmes un jour se n'est peut-être qu'en nous, au prix d'une lutte souvent âpre et exténuante, que nous pouvons la voir naître et persévérer dans le balancement toujours fragile de nos dévergondements. Et nos ennemis intérieurs sont bien les mêmes, mais ceux qui sévissent dans le gouvernement des hommes. Ce sont nos bureaucrates, nos briseurs de rêves contre lesquels il faut nous résigner à sévir. Contre eux, je ne connais guère de moyen de lutte plus efficace que l'imagination proprement dite. Notre révolution individuelle suppose que nous privilégions notre émotion, que nous en fassions le lieu magique et généreux de notre rage de nous connaître, de bénir un jour, dans une conscience de soi sans rivage. Nous savons que l'idéologie finit par tuer l'émotion, pour autant que l'émotion fût jamais à sa source. Une révolution qui se coupe de l'émotion pour se modeler uniquement sous la cogitation est déjà une révolution bureaucratique.